Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Déjà paru. Études et essais. Collection fondée et dirigée par Julien Denieuil. Série Études. Partant du constat d'un manque évident de documents et de publications en la matière, la collection Socio-économie de la chaîne du livre s'est donnée pour objectif d'exposer et de rendre accessible, au plus large public, des textes s'intéressant à la socio-économie contemporaine de l'édition française et francophone. Dans son acception strictement socio-économique, la collection regroupe des travaux qui portent sur les problématiques des différents maillons de la chaîne, processus de production et de commercialisation du livre, de l'auteur au prescripteur, et qui prennent en compte les évolutions du secteur éditorial, innovation numérique notamment. Selon une acception plus symbolique, plus militante, la collection propose également des écrits qui abordent, d'une manière ou d'une autre, les notions d'indépendance éditoriale et de diversité culturelle, de même que la singularité du vecteur livre au sein de l'espace public, dans un contexte capitalistique marqué entre autres ces dernières décennies par une concentration et une financiarisation accrue du paysage éditorial. Série Essais. La série Essais accueille des écrits plus personnels d'auteurs manifestant une vision originale et singulière de l'objet livre et de la lecture, et se détachant des lignes théoriques attendues. Déjà paru. Stella Cambronesnes, Internet, un espace de commercialisation du roman antillais francophone, 2017. Adrien de Calan, Le livre et le politique au prisme des médias. Publié pour exister, 2017. Julien Pélissier, Lecture à vivre suivie de vie à écrire, 2016. Thierry Charles, Fahrenheit 4.0. Essai sur la disparition du livre, 2016. Jean-Luc Piotraut, Sébastien Évrard, Dire, Le droit et l'édition. Regard français et étranger sur les mutations engagées, 2016. Table des sigles. ADCO, Archives départementales de Côte-d'Or. ADEDOU, Archives départementales du Doubs. ADC, Archives départementales du Calvados. AD, Archives départementales. BHVP, Bibliothèque historique de la ville de Paris. BM, Bibliothèque municipale. BML, Bibliothèque municipale de Lyon. BNF, Bibliothèque nationale de France. MSBNF, Manuscrits Fonds français. MSHDB, Mémoire de la Société pour l'histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romans. Avant-propos. La culture occidentale, qui repose en grande partie sur le livre imprimé, fait de ce support l'un des éléments majeurs de sa volonté de populariser les savoirs. Les juristes éprouvent encore le besoin de se former et de s'informer par la littérature juridique spécialisée, qui est celle de l'édition juridique. Elle constitue un support essentiel. Avant le XVe siècle, donc avant l'apparition de l'imprimerie, l'absence de moyens mécaniques de reproduction rendait la littérature de droit peu accessible. En effet, l'apécia était alors la seule méthode de copie usitée, mais elle présentait plusieurs inconvénients. Pour s'en tenir aux trois principaux, il y avait d'abord le coût élevé puisque la main-d'œuvre nécessaire pour la reproduction d'un livre de droit pouvait être employée sur des dizaines de mois d'affilée. Ensuite, c'est le problème du temps nécessaire à la fabrication de l'œuvre. Il faut donc que le lecteur patiente pour obtenir la possession de l'ouvrage. Enfin reste l'écueil du prix. On l'évalue à cette époque à la valeur d'une petite maison de ville. En effet, la rareté fait le prix et en conséquence, même les plus éminents juristes de la monarchie française disposaient d'un catalogue réduit de manuscrits. Leur valeur était telle qu'ils ne pouvaient évidemment pas s'offrir ceux qui étaient proposés sur le marché. L'avocat Hulin, parmi d'autres, évoque le prix comme un facteur d'éloignement de la culture juridique. J'étudie Cujas et Bartol, deux juristes des XVIe et XVe siècles, et Desmoulins que j'aimais assez, mais que je n'avais pas le moyen d'acheter quand Louis XV est mort. Ainsi, la bibliothèque particulière de Chancelier de France se limitait-elle à une trentaine d'œuvres, mais elles étaient toutes, rappelons-le, de grande qualité et d'une immense valeur. Plus tard, au XVIIIe siècle, D'Aguesseau à son décès laissera une superbe bibliothèque, riche de 20 000 ouvrages et d'une valeur immense, 1751. Mais si le support imprimé offre de belles perspectives,
Il est aussi un danger pour les gouvernements puisqu'il sert également à véhiculer et à populariser des idées qualifiées d'hérétiques. D'ailleurs, la réforme protestante notamment, prend appui sur l'imprimé pour répandre ses idées dans l'Europe du XVIe siècle. En conséquence, une réaction politique et juridique s'installe. En France, c'est après l'affaire des placards qui survient en 1534. Elle considère le livre comme un élément de sédition, de division des consciences et de déséquilibre des institutions. Il est vrai que l'imprimé constitue un formidable outil de vulgarisation des connaissances, de circulation des savoirs et de remise en cause des préjugés bien établis. Il accentue la crise des consciences et incite les États à intervenir pour assurer la bonne police des gouvernés. D'où une rigueur accrue en matière de statut du livre et d'exercice de l'activité d'éditeur, d'imprimeur et de libraire. Ce statut se construit et ne cesse d'évoluer jusqu'en 1777, où 2 décisions importantes du Conseil du roi le changent. Rendus le même jour, ces arrêts du Conseil du 30 août modifient en profondeur les règles applicables. Ils transforment la protection juridique du droit d'éditeur et d'auteur. D'une part, ils limitent à 10 ans la durée de l'exclusivité de la production et de la diffusion des œuvres. Ils modifient la nature du droit d'auteur. D'autre part, ils mettent en place un régime unique des sanctions. Celles-ci, au nombre de 4, sont censées être assez dissuasives pour protéger le commerce légal dans un domaine où, au XVIIIe siècle, on évaluait à un bon tiers la part du marché français du livre dominé par les contrefaçons. Dès lors, le fonctionnement du marché français du livre imprimé révèle de fortes tensions avec une régulation malmenée par l'ampleur de la fraude. Cela conduit à de spectaculaires faillites, telles celle de Pro, imprimeur parisien dont le père s'était spécialisé dans l'édition juridique et dans les romans, en contact étroit avec de nombreux clients étrangers, 1769. Cette situation reflète un ressort distendu entre l'offre et la demande, d'où une réaction de la puissance publique qui vise à assainir le marché. Introduction. Parmi les différentes formes d'information connues en Occident, le livre occupe une place fondamentale depuis l'apparition de l'imprimerie en 1439 par Gutenberg. Il succède à la copie manuscrite, qui était jusque-là le principal vecteur de duplication. Toutefois, le changement progressif de technique de duplication de l'information prend du temps et en raison de l'éclatement géographique de la production du livre entre plusieurs États, la République de Venise, des cités étalées le long de la vallée du Rhin, chaque pays tend à se spécialiser dans des domaines de genre bien précis. Dès ce moment, certains producteurs établissent des monopoles de fait, ce qui leur permet de produire en grande série et de contrôler ainsi un marché particulier. Par ces 2 éléments, ils sont alors en mesure de fixer leur prix et de cerner les débouchés qu'il convient de satisfaire. Mais cette apparition de la technique est rapidement placée sous une surveillance, plus ou moins discrète, des autorités, qui y voient une remise en cause du transfert des savoirs traditionnels. Si d'un côté, la production du livre prend un essor formidable, elle ne parvient cependant pas à combler toute la demande. En effet, cette demande reste en partie insatisfaite pour plusieurs raisons. D'abord, le livre est un objet de luxe et la démocratisation de l'accès au savoir reste, au début du XVIe siècle, un vœu pieux. Ensuite, parce que le métier d'imprimeur nécessite d'importants capitaux, machines à prix élevés, locaux vastes, approvisionnement de qualité soit en papier, soit en encre pour n'en citer que les plus éminents, lourde rémunération de la main-d'œuvre. Le producteur doit avoir une politique commerciale appropriée et limiter ses risques, notamment ceux liés à la mévente, pour ne pas alourdir ses stocks. Or, on sait qu'un libraire parisien possède couramment 150 000 ouvrages en stock. Il n'est pas rare qu'un ouvrage doive se débiter sur 2 ou 3 générations de libraires, tant le marché se dérobe parfois sous les pieds de ses débitants. Aussi l'essor d'un marché gris répond-il aux besoins non satisfaits. Il offre en outre un choix certes limité, mais des prix souvent très réduits au regard de ceux des éditions officielles. Ainsi répond le libraire Rigolet de Lyon quand il est perquisitionné par la police, qui découvre chez lui une centaine de livres de théâtre contrefaits de l'auteur Gresset, pour sa Comédie du méchant. Il se justifie parce que, comme le prix que l'auteur en demande est exorbitant, il n'aurait pu en avoir le débit, d'où le recours aux presses grises. Cet élément majeur du prix pour le lecteur, Voltaire l'a bien compris. Il exige, sans être toujours obéi, que ses œuvres soient diffusées à des prix abordables.
Quand paraîtra l'édition du théâtre de Corneille destinée à ses descendantes dans le besoin, Voltaire se réfère à cette circonstance. Selon lui, le bon marché fait le débit et la cherté éloigne, juillet 1761. Si le prix de vente est élevé, la qualité de l'édition, des presses et du papier doivent alors le justifier. A contrario, le contrefacteur n'a pas ces soucis. Pour tenir les coûts de production très serrés, il économise surtout pour limiter ses frais. Ainsi, Pierre Rousseau édite Candide 1759, mais en s'appuyant sur une méthode très particulière. Il accroît le nombre de lignes par page, qui passe de 20 à 44, et réduit la taille des caractères, limite autant que possible les illustrations. Cela permet d'épargner sur le papier, sur l'encre et sur la quantité de travail nécessaire. L'ouvrage est donc vendu à un prix très abordable. Ainsi, cette œuvre de Voltaire est-elle publiée avec une pagination réduite à 240 pages, contre 299 pour les autres versions contrefaites. Dans un sens moins glorieux, ce recours permet aux libraires qui s'y investissent discrètement de compléter leurs éditions officielles. En effet, le marché parallèle offre des gains sur les frais de distribution puisque les frais, ils sont lourds, sont à la charge de l'imprimeur. D'où des négociations entre libraires parisiens et imprimeurs étrangers, conclues par de simples écrits. Au besoin, ces écrits accompagnaient une correspondance en lettres chiffrées. Si elles étaient interceptées par les autorités, elles leur étaient alors incomprises. Enfin, il permet d'écouler facilement des œuvres adaptées au marché qu'il vise. Autre explication, la lenteur de la production, puisque la technique, si elle évolue, est toutefois lente à offrir une augmentation forte des cadences. Produire un livre est donc le fruit d'un processus industriel complexe et les tirages sont souvent techniquement limités. Ce rapport particulier de l'imprimeur avec le temps est l'un des éléments les plus délicats du métier. Aussi les inventeurs se plongent-ils dans ce domaine et s'efforcent d'apporter des améliorations, notamment quantitatives, soit pour les presses, soit pour le papier utilisé. Mais en 1777 et depuis déjà plus de 3 siècles, le livre est parvenu à occuper une importance culturelle et industrielle majeure. Il est en effet devenu le pivot du système occidental du savoir. De plus, la production industrielle, liée au progrès technique, est en mesure d'offrir au public un choix à la fois qualitatif et quantitatif. C'est d'ailleurs l'idée que reconnaît Bignon, éminent directeur de la librairie qui, au sein de la chancellerie, 1701 à 1714, il sera plus tard nommé premier bibliothécaire du roi, se faisait fort de protéger l'industrie française du livre tout en lui conservant un canevas de dispositions spécifiques sur le droit d'imprimer et de diffuser. Il écrivait ainsi à un professionnel du Sud-Ouest que « L'impression est une manufacture comme celle des draps et d'autres étoffes. Il ne faut pas moins chercher à lui donner de la réputation et éviter tout ce qui peut la détruire que pour toutes les autres manufactures du royaume. » Toutefois, la contrefaçon du livre demeure une préoccupation majeure. Elle l'est déjà dans son acception dès le Moyen Âge, lorsque dans les statuts de certaines professions parisiennes est pénalisée la copie sans autorisation de l'œuvre d'autrui. Et le phénomène est déjà contenu dans la technique même de duplication, comme le rappelle avec raison l'avocat général Séguier en 1779. La contrefaçon prit naissance pour ainsi dire avec l'art même. Cette incrimination, maintes fois édictée, elle est encore rappelée dans le Code de la librairie dans son titre 15 art 109, découle d'abord d'un prix de vente qui reste élevé au regard des moyens pécuniaires des classes moyennes ou des étudiants. De fait, si une littérature populaire à petit prix et à petit format se vend mieux, la bibliothèque bleue, celle dont le format est plus grand souffre de débouchés plus limités. Seules, en effet, des notabilités bien assises peuvent s'offrir des ouvrages de qualité. Ensuite, le marché du livre est largement occupé par des maisons, souvent parisiennes, qui monopolisent les succès et qui fixent leurs prix. Enfin, quand un livre n'est pas réédité, sa revente sur le marché de l'occasion tend à en faire un objet de spéculation culturelle. Dans ces conditions, le lecteur qui le désire doit recourir au marché gris pour disposer enfin d'une version qui lui soit accessible. La rareté conduit à un renchérissement, et donc pousse davantage le prix de l'œuvre plus haut. Cette condition explique que les presses grises, terme consacré pour évoquer la contrefaçon littéraire, apparaissent comme une alternative pour entrer sur le marché du livre et y écouler une production. Par ce procédé, le diffuseur prend un risque calculé,
certes, il encourt une sanction, mais s'il y échappe, il peut espérer dégager une activité suffisante pour supporter un risque à la fois financier et juridique. D'ailleurs, si les sanctions existent bien en droit, elles dépendent cependant de facteurs locaux qui en atténuent le caractère dissuasif. En effet, les liens entre professionnels sont parfois si étroits que naissent des connivences, parfois des jalousies, et que les uns et les autres entretiennent des rapports ambigus du point de vue de la morale des affaires. Ces éléments ont suscité des publications, dont celle de Robert Darnton. Ces considérations conduisent les pouvoirs publics à changer de braquet et à prendre des mesures plus efficaces pour réguler le marché de la contrefaçon. De cette façon, les hommes vertueux du livre sont favorisés tandis que ceux qui trempaient dans des transactions interlopes pâtissent des mesures nouvelles. Il conviendrait d'évoquer l'une et l'autre de ces idées dans deux parties distinctes, à l'aide d'archives reliées entre elles dans une optique comparatiste. Elles démontreront une situation difficile, avec ses raisons, et l'intervention calculée de l'État, avec ses motivations aussi économiques que juridiques. Mais encore, cette étude permet de dévoiler les mécanismes de la contrefaçon littéraire, tant en ce qui regarde les catégories d'œuvres produites que des réseaux de diffusion de professionnels du livre, auxquels recourent les contrefacteurs. Première partie, le marché du livre et sa contrefaçon dans le Royaume de France, les éléments en présence. Dès la fin du XVe siècle, les États européens se disputent le florissant marché du livre qui irrigue les populations de savoir et leur permet de changer leurs conditions. En effet, derrière l'imprimerie, c'est un secteur industriel puissant qui émerge et qui offre non seulement des débouchés en termes de main-d'œuvre, mais aussi des exportations de haute valeur ajoutée. La chaîne du livre comporte toute une série d'acteurs successifs. Des imprimeurs, des relieurs, des papetiers, et enfin il offre un prestige évident au monde des arts et des lettres du pays qu'il abrite. Derrière le livre, il existe en effet des intellectuels, des académies, des cercles de pensée autour desquels l'idée émerge et se diffuse. Bref, c'est un condensé bouillonnant de savoir, de questions, de recherches et de confrontations. Sans lui, que ferait donc le monde ? Cependant, le monde de l'édition n'est pas édifié à l'eau de rose. Il découle de luttes âpres et violentes, dans lesquelles les imprimeurs et les éditeurs se battent à couteau tiré. Intrigues, sabotages, procès médiatiques, reproduction illicite des œuvres du confrère, débauchage du personnel qualifié, recours à de la main-d'œuvre étrangère, sont en effet le lot quotidien du système de l'imprimerie. D'ailleurs, l'un des éléments les plus éminents consiste dans la rude concurrence que se livrent les acteurs du livre. En raison des capitaux importants qu'exige cette industrie du livre, les faillites ne sont aussi pas rares. Elles découlent d'ineptes méthodes commerciales, de choix de publication malheureux, de stocks mal gérés, de défauts de qualité-prix. Mais cette technique de duplication n'est pas encore tout à fait prête à irriguer le monde du savoir. Si le marché du livre existe et connaît un bel essor, il n'est pas satisfait de l'offre, d'où la naissance d'un marché parallèle au marché officiel dont il emprunte certaines de ses méthodes commerciales. Chapitre 1 : un marché florissant mais très concurrentiel. Une fois que la technique de l'imprimerie pénètre en Occident, milieu du XVe siècle, le monde du livre s'approprie l'invention qui suscite un engouement remarquable. Toutefois, c'est un domaine où la concurrence est aussi féroce. Les clients ne sont pas si nombreux que cela et les producteurs s'efforcent de se créer et de s'attacher des clientèles fidèles et de débaucher autant que possible celles de leurs confrères. D'où une concurrence féroce entre professionnels du livre et des méthodes parfois dignes de romans policiers. En tout cas, les gouvernements ne pouvaient se désintéresser de ce monde de l'information, auquel on devait un essor considérable du savoir, mais aussi la production et la diffusion d'idées qui pouvaient devenir dangereuses. Pour éviter des distorsions de droit, la monarchie étend le système du privilège au livre. Cela offre à ce dernier une visibilité juridique, mais aussi une certaine fragilité. Le système du privilège. Il apparaît en Europe à la fin du XVe siècle, notamment en Allemagne, à Augsbourg en 1479, où des imprimeurs obtiennent le droit d'être protégés, durant un certain laps de temps sur un ressort géographique déterminé, pour la diffusion d'une œuvre précise. En France, le premier privilège parisien est délivré en janvier 1507 à un libraire, Antoine Vérard, pour les épîtres de saint Paul Glosé. À ce moment,
Le privilège peut être délivré aussi bien par la chancellerie que par le Parlement de Paris ou par toute autorité judiciaire éminente lorsque la première est absente. Pour les auteurs ou les éditeurs, il s'agit donc de solliciter le privilège auprès de l'autorité la plus ouverte aux idées, c'est-à-dire celle qui est la moins conservatrice. À ce jeu-là, Jos Bad, important imprimeur parisien, porte ses vues en priorité au lieutenant civil de la prévôté de Paris, 1516 à 1526, de préférence au Parlement de Paris. Toutefois, ce choix n'est pas sans conséquence sur l'étendue géographique du privilège, puisque celle-ci dépend de la compétence territoriale de l'autorité qui l'a rendu. Ainsi, si le privilège est délivré par le Parlement, il ne vaut que dans son ressort. Si l'œuvre possède une portée nationale, l'éditeur ou l'auteur optera donc pour un privilège général. Après les réclamations portées par les États généraux d'Orléans, 1560, l'autorité royale doit élargir davantage encore son champ d'intervention au domaine du livre. Aussi l'ordonnance de Moulins, février 1566, élaborée sous l'autorité du chancelier de l'hôpital, oblige-t-elle dans son art. 78. Toute impression à être portée à la chancellerie sur la base d'une demande en privilège. Défendons à toute personne que ce soit, d'imprimer ou faire imprimer aucun livre ou traité sans nostré congé et permission, et lettres et privilèges expédiés sous nostré grand scel, auquel cas aussi enjoignons à l'imprimeur d'y mettre et insérer son nom et le lieu de sa demeurance, ensemble le dit congé et privilège, et ce sur peine de perdition de biens et punition corporelle. Ce privilège, désormais, sera reconnu comme étant l'effet d'une prérogative royale. Il sera donc scellé du grand sceau du chancelier pour attester de sa réalité comme de ses droits. Néanmoins, sa durée dépend de plusieurs considérations. Le caractère ou non de nouveauté de l'édition, sa portée, son tirage. En général, la durée est de 9 années, mais vers 1775, leur durée est de façon systématique raccourcie à 6 ans maximum, sauf rares exceptions. Aux Pays-Bas, le détenteur du manuscrit original ou de l'édition authentique disposait par un usage, certes contesté du droit de copie. Ce droit pouvait, selon Hollenkorst, être reconnu par un privilège et valable pour une durée de 15 ans. Dans le duché de Lorraine, donc sans lien juridique avec les 3 évêchés où s'exerce l'influence française, le privilège existait et était conféré par le duc François III. En 1733, un ouvrage sorti des presses de l'imprimeur Pierre-Antoine en reçoit un pour une durée de 20 ans. Il s'agit d'une contrefaçon faite à Nancy d'une œuvre imprimée dans les Dombes, mais pour des intérêts liés aux libraires parisiens. Le dictionnaire de Trévoux qui violait le monopole de celui de l'Académie française. Ainsi contrefaçon pure et la contrefaçon d'une contrefaçon nous éclairent sur les enjeux qui dépassent la simple satisfaction du client. Il s'agit bel et bien d'une stratégie commerciale de conquête du marché en violant de plein gré la propriété des autres. En droit anglais, apparaît le copyright, influencé par John Locke qui fait du droit de propriété l'un des éléments les plus précieux du junaturalisme, 1709, Copyright Act. Ainsi, le titulaire du manuscrit se voit reconnaître un droit de protection de 14 années. Par dérogation au système du privilège, il est introduit en France une législation propre, 1697, au théâtre. L'auteur dispose d'un droit à la rémunération si et seulement si sa pièce représentée réunit le succès dans ses 5 premières représentations publiques. Elle doit donc dégager un chiffre d'affaires suffisant pour supporter les charges fixes. À défaut, la pièce est censée tomber dans les règles, c'est-à-dire que l'auteur perd toute propriété sur elle. Elle est alors présentée gratis sans un quelconque droit à rémunération. Comme on s'en doute, un tel système aboutit en réalité à dépouiller les auteurs de théâtre de leur création. Beaumarchais, sous Louis XVI, s'insurgera plus tard avec succès contre lui. Il mettra en place un système de représentation des auteurs 1777, et un nouveau règlement changera les règles dans ce domaine 1780. Lorsqu'il est délivré par l'autorité de la chancellerie de France, le privilège possède une forte valeur géographique puisqu'il est valable dans toute l'étendue du royaume. Cependant, il convient de ne pas oublier que les frontières de la France de 1777 ne sont pas les mêmes que celles de la France actuelle. En effet, il existe d'abord des enclaves intérieures dont certaines sont des îlots connus de la contrefaçon. Ensuite, le tracé des frontières est alors différent. Une fois délivré sur parchemin, le privilège devient un acte juridique qui crée à la fois des droits et des interdits. D'une part,
Il accorde un droit de propriété temporel et limité à son titulaire qui lui permet d'imprimer et d'en vivre. Ensuite, il interdit à tout particulier d'imprimer un texte imprimé déjà protégé par un privilège. Cette prohibition s'appuie sur un arsenal graduel de sanctions qui ne sont pas seulement dissuasives, mais bien réelles si l'on veut bien considérer la jurisprudence parfois sévère rendue sous le siècle de Louis XIV. Ainsi, ces lettres constitutives de droit avaient-elles une double mission. Dans un but de preuve, le privilège, une fois délivré, doit être enregistré dans la chambre syndicale de résidence de l'éditeur pour que les professionnels du livre en aient connaissance. Il doit aussi apparaître dans l'ouvrage dans une position stratégique, sur la page de titre où figure la formule rituelle avec approbation et privilège du roi, afin qu'il soit lu par les lecteurs comme par tous ceux qui souhaiteraient le contrefaire. Il constitue donc un avertissement à ne pas commettre d'actes réprouvés par le droit. En clair, à ne pas accomplir de contrefaçon littéraire. Pour cette raison, F. Veil propose de substituer au mot privilège celui de droit de copie, alors très présente chez les professionnels des Pays-Bas. Dans son esprit, le privilège est en réalité scindé en deux éléments. L'un est confié à l'auteur qui conserve l'original de son œuvre, mais ne possède pas le droit de l'imprimer jusqu'en 1777, tandis que le second est constitué du droit d'imprimer, prérogative qui est forcément conférée à un professionnel depuis la réforme du livre intervenue au milieu du XVIIe siècle. Les éditeurs sont également soumis à une obligation de remise d'exemplaires qui consiste dans le système du dépôt légal, créé sous François Ier. Ils doivent déposer un certain nombre d'exemplaires authentiques auprès de la Chambre syndicale de Paris, 8, dont 2 exemplaires sont déposés à la Bibliothèque du Roi. Pour certains libraires ou imprimeurs, cette obligation légale renchérit davantage encore le coût de l'impression légale puisqu'outre ces livres déposés, il leur faut aussi en remettre gracieusement aux critiques littéraires, aux personnages qui ont encouragé la création de l'œuvre et dans certains cas aussi aux auteurs à titre d'intéressement et de rémunération, pratique qui perdure. Ce dernier élément paraît constituer un système d'avance sur recette. L'organisation corporative du livre. Elle remonte déjà au XIVe siècle, mais elle a connu ensuite de nombreuses réformes qu'on n'évoquera pas, du fait de l'insuffisance des mesures de contrôle. L'autorité étatique, en effet, reprochait aux autorités du métier un laxisme, de sorte que l'on pouvait parfois faire ce que l'on voulait sans encourir les foudres de la justice. En réalité, il faut attendre des lettres patentes adoptées le 1er juin 1618, pour voir apparaître les premiers statuts des professions de libraire et d'imprimeur. Jusque-là, les tiraillements de l'une et l'autre profession avaient empêché l'émergence d'un véritable statut. Toutefois, l'édit de Gaillon, élaboré en 1571, créait déjà un apprentissage obligatoire avec l'obligation d'un stage des gens du livre de plusieurs années, sanctionné par un examen basé sur les connaissances, tant théoriques que pratiques, des impétrants. Et les pouvoirs publics limitaient fortement la liberté professionnelle des apprentis. La main-d'œuvre prenait l'habitude, désagréable pour les patrons, de changer d'employeur, ce qui désorganisait la production et dévoilait les circuits économiques. En fin de compte, l'État louvoie entre des impératifs contradictoires. D'abord, il s'oppose à une représentation syndicale des professionnels du livre, y voyant l'émergence d'un pouvoir puissant et qui en impose aux foules. De l'autre, il considère que la progression du savoir est un objectif, à la condition toutefois que ce savoir soit bien contrôlé et que l'information soit préalablement filtrée. Ainsi, l'ordonnance de Villers-Cotterêts 1539 impose-t-elle dans son art. 42 L'interdiction des coalitions professionnelles. Tout monopole économique est aussi prohibé. Le monde du livre se livre donc à une concurrence farouche, jusqu'à ce que les pouvoirs publics modifient leur point de vue à cet égard. Sous Louis XIV, le contrôle du livre est bien plus rigoureux. Colbert sent toute l'importance économique et intellectuelle du livre dans l'économie française. Il s'agit donc de protéger le marché français des professionnels étrangers très dynamiques, et de le réserver aux producteurs intérieurs qui jouent le jeu. Pour ce faire, l'imprimerie devra désormais respecter des standards de qualité édictés par la puissance publique et constamment vérifiés par la police. C'est une forme d'autopolice qui est confortée. Elle sera également soumise à une régulation du nombre. L'État fixera le nombre précis de professionnels aptes à exercer dans les villes du royaume.
Il s'agit, on s'en doute, de surveiller les professionnels et de s'assurer que chacun d'eux dispose d'une clientèle suffisante pour vivre de son métier. Enfin, signe éminent du dynamisme de l'art français, est aussi mise en place une nouvelle activité des polices d'imprimerie pour en faire une sorte d'art français. Ici encore, il faut ériger en exemple le modèle français du livre et lui donner l'éclat qu'il mérite, ambition toute colbertiste. Enfin, les privilèges personnels des imprimeurs et libraires de Paris sont confirmés. À des exemptions financières s'ajoutaient des dérogations aux charges publiques, telles que celle du guet. Au niveau local, des fonctions de contrôle et de relations avec les autorités centrales de la monarchie étaient dévolues à des inspecteurs de la librairie. Apparus parfois tardivement, ces autorités devaient jouer un rôle éminent dans la police du livre. C'étaient Boulet de Varennes à Amiens, Le Pommier à Caen, Cortot à Dijon, Viard à Lille, La Tourette à Lyon, Chassel à Nancy, Côte-Neuve à Nantes, Bonnecar à Nîmes, Rayrac à Orléans, Cardonne à Paris, Ava à Rouen, Géry de Villeneuve à Toulouse. Dans le régime qui suit les arrêts du Conseil d'août 1777. Ceux-ci faisaient donc le lien, appliquaient les consignes venues d'en haut et relataient tout ce qui était d'importance dans l'étendue de leur ressort. Pour ce motif, leur nomination était de la compétence de la librairie, donc du chancelier. C'était par le biais des arrêts du Conseil que les inspecteurs étaient nommés dans leurs fonctions. Mais avant d'exposer ce qu'il faut retenir de ces personnages, il faut relever que leurs fonctions étaient bénévoles. Aucun traitement ou gratification en effet n'était envisagé, voire budgété pour de telles personnes considérables. Cet élément est encore rappelé par le vice-chancelier Maupoux, lorsqu'il s'agit de trouver un successeur pour la fonction d'inspecteur du livre de Guyenne, 1767. Là, Sartine évoque, sans s'engager toutefois, la perspective d'éventuelles gratifications. C'est alors l'avocat Lalanne, ancien jurat de la ville de Bordeaux, qui est choisi. Néanmoins, celui-ci prévient que durant le temps des vendanges, il se fera remplacer. Quelques années plus tard, par suite du changement d'intendant, le commissaire Esmangar s'efforce de réagir devant ce qu'il qualifie d'immobilisme du titulaire de la place d'inspecteur. Dans une missive qu'il adresse à Sartine, il s'explique sur les inconvénients du titulaire et l'inanité du poste en termes sévères, après avoir eu un entretien avec Lalanne. Je me suis expliqué avec lui. Il n'a pas fait la moindre fonction d'inspecteur de la librairie depuis que vous lui en avez procuré la commission, et il ne croit pouvoir en faire aucune dans l'état actuel. Les jurats de cette ville auxquels l'exercice de la police est confié, sans avoir aucune des connaissances nécessaires pour en remplir les fonctions, et quoiqu'ils s'acquittent plus mal encore s'il est possible, de celles qui concernent la librairie que de toutes les autres, sont tellement entêtés de tout ce qu'ils croient tenir à leur juridiction qu'un inspecteur de la librairie qui ne sert roi dans cette ville qu'un particulier isolé éprouve roi de leur part, à L'. Instant où il se mettra en mouvement pour exercer son devoir, mille difficultés auxquelles M. Lalanne, avec raison, n'a pas été curieux de s'exposer. De leur côté, ces jurats ne tiennent nullement la main à ce qui intéresse le bon ordre dans la partie de la librairie, et il faut convenir que cela leur serait bien difficile. Ils sont au nombre de 6, parmi lesquels 2 avocats sont les seuls gens lettrés. Les 4 autres sont 2 gentilshommes et 2 négociants qui, s'ils ouvraient un livre, seraient fort embarrassés, même après avoir lu de quelle matière ils traitent. Enfin, cet intendant reproche aux agents de l'autorité d'être de connivence avec les jurats, de sorte que toute perquisition menée chez un professionnel du livre serait illusoire quant à l'effet de surprise. Mais rien n'est en vérité modifié avant le décès de Lalanne, survenu en 1775. Dans la Flandre et en Artois, la situation était difficile. Ces provinces ont été rattachées tardivement au royaume, et elles ont conservé durant un certain temps leur droit propre du livre, qui reposait sur une censure ecclésiastique depuis le Concile de Trente 1565. Dans un second temps, le droit français du livre est progressivement appliqué sur les professionnels locaux du livre. S'il existait bien une chambre syndicale, créée à Lille par un arrêt du Conseil du 28 décembre 1717, il faut néanmoins attendre une génération pour que la communauté soit vraiment constituée, 25 février 1746. Durant cet intervalle, des censeurs exercent dans certaines villes, ainsi à Valenciennes, où c'est un théologien qui est chargé de cette mission. Il s'en occupe avec zèle et les membres de la chambre d'Anel et Brovelio, qu'on retrouvera tous les 2 plus tard, lors de l'opération d'estampillage, appliquent sans sourciller les consignes émanant du chancelier de France,
celui-ci en 1750 ordonne la mise au pilon de centaines d'ouvrages au titre grivois, tant titre interdit que contrefait. Pendant quelques années, le magistrat de Valenciennes prétend être seul compétent pour les visites d'imprimerie. Il s'appuie sur l'article 2 de la coutume et de la déclaration du Roy du 22 mai 1717, registrée au Parlement de Flandre le 11 juin suivant. À Dijon, le titulaire du poste était Jean Cortot, né en 1726 et nommé à ce poste en novembre 1778, avocat en Parlement 1745, grand soutien du Parlement de Bourgogne lors de la réforme Maupoux de 1771 à 1774, puis censeur royal, 1783. La fonction en était fondamentale, puisque la chambre syndicale de Dijon rayonnait non seulement sur la Bourgogne, mais aussi sur les villes situées à proximité immédiate et qui relevaient alors d'autres justices que celles rendues par le Parlement de Bourgogne, Chaumont, Nevers, Langres, Moulins, Auxerre. Or, en 1777, l'État modifie le ressort de la Chambre syndicale de Paris dans un sens restrictif et en particulier, Auxerre fait désormais partie de la Chambre de Dijon. Ce rattachement suscite une virulente protestation, restée sans effet, du libraire d'Auxerre. Depuis longtemps en effet, il se référait à la proximité géographique de Paris pour s'y fournir. La proximité de Paris et la facilité de tirer directement les livres dont on a besoin sont cause que cette branche de commerce est fort faible à Auxerre. Dans cet esprit, il ne tirait aucune espèce d'utilité à être rattaché administrativement à la Bourgogne. Aussi cet inspecteur avait-il fort à faire à surveiller une vingtaine d'imprimeurs, et un nombre presque triple de libraires. De mauvaise santé, il met en place la politique dictée par le gouvernement et reste l'interlocuteur privilégié du directeur de la librairie. Ses fonctions le conduiront à jouer un rôle important en 1777 à 1779, lorsque le gouvernement confie aux inspecteurs du livre et aux syndics une opération fondamentale dans l'histoire du livre, celle de l'estampillage, que l'on verra plus en détail dans les chapitres 4 et 5. Est sa prorogation. Elle était un élément décisif dans la période qui courait de 1551 à 1586. Là, des arrêts du Conseil n'accordaient des privilèges qu'aux éditions d'œuvres contemporaines. Les rééditions d'œuvres déjà éditées ne bénéficiaient donc pas de telles prorogations. Cette position de la monarchie reste la même jusqu'au milieu du XVIIe siècle, où des prorogations de privilèges sont accordées, y compris pour des rééditions. Le plus souvent après 1649, le privilège est prorogé pour une durée assez courte, de 3 à 9 ans. Un avant son expiration prévoit les règlements de 1686 et de 1723, de façon à ce que la réédition de l'œuvre ne soit pas interrompue par un titre de propriété commerciale. Autrement, cela empêcherait toute entrée d'un nouvel acteur sur le marché du livre. Toutefois, l'autorité étatique peut toujours accorder des dérogations. Ainsi, en décembre 1761, elle octroie à la veuve de Saint, une célébrité du monde français de l'édition, un privilège de 12 ans pour un succès de l'édition de Piété, l'imitation de Jésus-Christ par l'abbé Gonnieux. En novembre 1773, donc juste avant l'expiration de la protection accordée par le privilège, de Saint fait saisir à Lyon, par le lieutenant général de police de cette ville, l'équivalent de 8 rames de papier transformées en contrefaçon de l'œuvre imitation, un grand succès de l'édition et objet de nombreuses contrefaçons. 4 ans plus tard, l'affaire est enfin jugée au profit de Saint. Cette affaire démontre, s'il en était besoin, que la protection attachée à la durée du privilège va jusqu'à son terme, ce qui est évident. Ce qu'il est témoin, c'est la rigueur de l'autorité, déterminée à protéger les titulaires du privilège. Reste que ce système, a priori bien conçu, présente une certaine fragilité. Est sa fragilité. Le propre du privilège consiste à être attribué à une communauté ou à un particulier par l'autorité étatique, et d'être, de jure, une dérogation expresse au droit commun. Par conséquent, le privilège repose sur une mesure de grâce qui peut être soit confirmée, soit révoquée par celui qui l'a délivré, le chef de l'État. Or, parce qu'il existe des milliers de privilèges, ils sont tous différents les uns des autres, de sorte que le régime juridique de la protection du livre est hétérogène. Tel ouvrage protégé pour 3 ans dans le ressort du Parlement de Paris n'a rien à voir avec tel autre protégé pour 9 ans dans l'étendue du royaume. En outre, les sanctions sont le plus souvent
déterminée par les lettres patentes créant des privilèges d'édition. Il faut attendre le Code de la librairie, 1723, avec la volonté du garde des Sceaux Fleuriot d'Armenonville, pour voir apparaître un statut plus ou moins commun de sanctions qui frappe les contrefacteurs. Encore les autorités locales restent-elles libres d'infliger telles sanctions aux diffuseurs de livres interdits. Le magistrat de Lille, après avoir traîné devant sa justice un étranger reconnu coupable d'avoir diffusé de mauvais livres, le condamne à 2 heures de carcan et à porter sur la poitrine l'écriteau « Colporteur de livres pernicieux contre la religion, l'État et les bonnes mœurs » 1764. En outre, le condamné écope de 5 ans de bannissement et ses livres condamnés à être détruits au pilon. Donc, tout imprimeur intéressé par l'édition d'une œuvre doit attendre qu'elle ne soit plus protégée par un privilège. Reste ensuite, à obtenir des autorités un nouveau privilège et à disposer des moyens nécessaires pour l'édition. L'entreprise n'est pas si aisée qu'il y paraît, puisqu'il faut avant toute chose revoir l'œuvre et l'adapter au goût du public. Celui-ci est exigeant, s'il est attentif à la sortie d'une œuvre intéressante, il réclame des petits plus qui déjà à cette époque sont perçus comme des éléments, aussi bien dans le contenu que dans le contenant, que tout livre se doit de posséder. Table des matières, plan clair, absence de coquilles. Ces exigences touchent aussi bien la littérature générale que l'édition juridique. Dans le second cas, lorsque des particuliers s'attellent à rééditer un célèbre traité de droit bourguignon, ils se heurtent à différents écueils qui retardent l'entreprise éditoriale. Il ressort de ces éléments qu'en réalité, le livre français repose sur un modèle économique bancal qui produit 2 défauts. D'abord, la contrefaçon, sous toutes ses formes, apparaît comme une solution à l'inefficace production de nouveautés. Nombreux en effet, sont les auteurs qui peinent à trouver un éditeur, et les professionnels s'arc-boutent sur des productions classiques et sûres, mais sans relief. Ils ne sont donc pas prêts à prendre des risques et à satisfaire la curiosité du marché du livre, surtout lorsqu'on connaît les différences géographiques notables de l'alphabétisation des masses. Ainsi s'exprime un contemporain en janvier 1730, lorsqu'il regrette qu'un auteur de qualité, le père Fouquet, sinologue, ne parvienne pas à être publié. Les imprimeurs sont présentement tombés dans une si indigne habitude de s'en tenir à de mauvais petits livres, qu'ils appréhendent tout ce qui a l'air de ne convenir qu'à de vrais savants, ou à des curieux de matière plus relevée. En second lieu, cet aspect est déjà compris du directeur de la librairie sous Louis XIV. Pour permettre au marché de vivre tout en publiant des nouveautés de qualité, Bignon, abbé de son état, invente un système plus souple qui consiste dans les permissions tacites. Celles-ci, sous la forme de lettres patentes, 2 octobre 1701, introduisent une petite dose de liberté dans un système globalement très pesant. Cependant, un censeur royal devait approuver l'édition de l'ouvrage. Il a posé son paraphe et signé son approbation, qui, sans passer au sceau, voyait ainsi sa sortie publique fragilisée par l'absence de sanctions officielles. Sartine en tirait les conséquences de droit en écrivant que jamais une permission n'a eu, n'aura, ne peut avoir la force d'un privilège, 1764. L'essor des factums dans l'édition juridique devait avoir des conséquences. Soucieux d'encadrer cette liberté dont on pouvait abuser, les pouvoirs publics s'empressent d'imposer l'obligation de signer le factum par un avocat. Ainsi, en cas d'excès de langage, si le factum contenait des attaques personnelles diffamatoires contre l'autre partie, celle-ci pouvait alors saisir la justice pour obtenir réparation. Néanmoins, ce système si souple peut déraper quand il est récupéré dans des mains qui s'en servent pour asseoir leur notoriété. Ainsi agit Voltaire à partir de 1760, s'emparant des factums pour mieux vulgariser ses diatribes contre la justice et l'Église. En stigmatisant la prétendue ignorance des juges, Voltaire croit en la force du livre, en sa capacité à convaincre des foules et à toucher un très large public, à Paris et à Moscou, comme il l'écrira lors de l'affaire du chevalier de la Barre. Il s'en explique auprès de son imprimeur Cramet. Il faut exciter le cri du public et que ce cri réveille les juges, janvier 1761. Pour éviter le scandale d'une dérogation au système légal d'édition, ces autorisations étaient consignées sur un registre spécial et l'ouvrage ainsi autorisé tacitement, en catimini, et le livre concerné était censé être imprimé à l'étranger. On lui attribuait donc un lieu fictif. En réalité,
Il y avait une contradiction évidente entre les faits et le droit. Diderot l'évoquera plus tard, dans sa lettre sur le commerce de la librairie, 1767. En pratique, ces autorisations concernaient souvent des ouvrages moraux, donc innocents. En 1774, Miroménil l'évoque dans sa correspondance avec un libraire de Nîmes, Gaude, qu'on reverra plus loin. Ce dernier mentionnait les sermons de Châtelain comme l'une des œuvres qu'il vendait dans son échoppe, sur la base d'une permission tacite. Intelligent, Bignon sait au besoin fermer les yeux sur des activités en marge du droit. Signe du soutien qu'il souhaite accorder aux auteurs francophones, il invite même les libraires des Pays-Bas à soutenir la publication de nouveaux livres, 1709, stipendiant la frilosité des professionnels français et le marasme du marché. Il écrit en ce sens à un réformé de cet État, bien introduit dans le monde du livre, Cooper, que « Je souhaite de tout mon cœur que vos libraires de Hollande ne soient pas si difficiles, et qu'ils montrent un peu plus de zèle pour donner au public un ouvrage qu'on désire depuis si longtemps. » La régulation de l'industrie du livre était, au milieu du XVIIe siècle, considérée comme un moyen idéal de rationaliser le marché et de mettre un terme aux abus qui l'agitaient. Parmi ces derniers, on trouvait pêle-mêle des méthodes de travail contestées, une qualité du livre pas toujours idéale, des manœuvres commerciales excessives et au final, le marché du livre, trop concurrentiel, ne nourrissait pas son atelier d'imprimerie. D'où la grande pauvreté des acteurs, trop petits pour résister à des marges trop faibles et une contrefaçon qui pour beaucoup, apparaissait comme une solution idéale, les ventes échappaient au fisc. Cependant, cela causait de grands torts, tant aux maisons d'édition qui s'efforçaient tant bien que mal de produire des œuvres de qualité, qu'aux auteurs réduits à la portion congrue. Cette concurrence effrénée incite les pouvoirs publics à réagir. On passe alors d'une concurrence du marché à une régulation très étroite dans laquelle l'État met en place des mécanismes de contrôle de la production et de la diffusion du livre. Parmi ces derniers, le Code de la libraire 1723, complété en 1744 sous le nom de Code Saugrain, occupe une place éminente. Il fixe des règles et encadre étroitement l'activité des professionnels. Pour s'en tenir à un exemple, en théorie, les imprimeurs et les libraires doivent faire l'objet de visites dans leurs ateliers au moins une fois tous les 3 mois. Art. 85. En réalité, cette règle est si contraignante qu'elle est rarement appliquée et parfois même pas du tout. On retrouve ici une faille de taille dans le droit du livre, une régulation tatillonne mais peu appliquée. La théorie de l'exécution du droit se heurte aux réalités pratiques d'un système de collusion. Aussi l'État rappelle-t-il fréquemment les règles qu'il édicte, afin de rappeler aux autorités qu'elles restent en vigueur, même si elles ne sont pas appliquées et parfois oubliées. La désuétude de la règle ne l'abroge pas. Ainsi le rappel à l'intendant de la province de Guyenne le garde des Sceaux d'Arnouville en 1723, le vice-chancelier Maupoux en 1767, le lieutenant général de police de Paris Sartine 1767. Néanmoins, d'un autre côté, le chef de la justice peut déroger à la règle quand il le juge utile. Toutefois, sous D'Aguesseau, cette souplesse était assez rare, mais avec son successeur Lamoignon, le libraire des ventes de Dijon sollicite plusieurs fois des dérogations à la règle, en demandant à ce que des ballots passant de la Franche-Comté vers la Bourgogne ne fassent pas l'objet de visites au poste du fisc, 1759. 10 ans plus tard, un haut parlementaire parisienne, l'avocat général Joly de Fleury, d'une éminente famille de robes, son père était le procureur général du Parlement de Paris, sollicite auprès de l'intendant de Franche-Comté la Corée le transfert à Paris d'un ballot de livres qui lui était destiné et dont le chargement a été intercepté par les autorités comtoises de police, vérifié et confisqué. Outre le dictionnaire philosophique portatif, on trouve aussi d'autres ouvrages prohibés ou contrefaits. Le Robin réclame auprès des autorités leur restitution. En réalité, l'État délègue trop de prérogatives aux autorités locales. Les représentants de l'État sur place, les intendants de province par exemple, hésitent à se mêler d'affaires de librairie. Quand elles le font, comme à Bordeaux avec l'intendant Claude Boucher en 1730, c'est sur l'insistance du chancelier qui, en raison de sa position éminente, dispose d'une forte autorité et peut enjoindre l'exécution de ses ordres. Or le commissaire du roi hésitait à s'en prendre aux autorités du livre, parce qu'il savait que certaines d'entre elles profitaient des contrefaçons étrangères qui entraient par voie de mer. Quand des livres prohibés étaient interceptés,
Ils profitaient de la connivence des autorités judiciaires pour s'évanouir dans la nature. Ils n'étaient donc pas brûlés comme ils auraient dû l'être. Le même constat de cette connivence contrefacteur-autorité n'est pas propre à l'Aquitaine et se retrouve ailleurs. En 1768, c'est le vice-chancelier qui ordonne à l'intendant de Franche-Comté, la Corée, de perquisitionner le domicile du procureur du roi de Pontarlier, suspecté d'entretenir des relations étroites, trop d'ailleurs, avec un commissionnaire en douane. Ce dernier serait soupçonné d'être le chef d'un réseau d'importation frauduleux du livre dans le royaume. En outre, les acteurs de l'industrie sont réduits puisqu'apparaît un plafond réglementaire du nombre d'ateliers d'imprimerie autorisés à exercer, 12 à Bordeaux. Cette politique vise donc à assainir le marché, à assurer des marges plus larges aux producteurs en réduisant l'offre disponible et en fixant des standards de fabrication normalisés sur l'ensemble du territoire. Une cinquantaine d'imprimeurs reçoivent à présent le droit d'exercer. C'est donc un phénomène de concentration économique autour du monopole d'une oligarchie qui se renouvelle par voie d'hérédité. Par la même occasion, les professionnels qui exerçaient des fonctions d'imprimeur sans y avoir été autorisés par un texte étatique encouraient 3 sanctions. L'amende, de 500 livres, la confiscation des ouvrages et la punition exemplaire. Si ces sanctions paraissent sévères, il faudrait s'interroger sur le point de savoir si elles sont bien appliquées. Néanmoins, une telle politique est, on le sent, défavorable aux consommateurs. D'abord, l'éditeur perd une part de sa liberté tarifaire puisqu'il ne possède pas de marge de manœuvre quant à sa fabrication. Ensuite, c'est le début d'un mouvement de concentration du monde de l'imprimerie sur Paris. Aussi la province en général en vient-elle à perdre une partie de ses éditions d'imprimerie. Le livre tend désormais à devenir une affaire essentiellement parisienne. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.